Ce programme vous est proposé par Osiris, cabinet de coaching et de formation en intelligence de soi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Joget et vous écoutez Chiche, le podcast où l'on s'interroge sur le nouveau leadership dont le monde a besoin. Ici, on questionne notre contexte professionnel qui se transforme. L'occasion de sortir des recettes traditionnelles qui ne fonctionnent plus et de faire un pas supplémentaire au service d'un leadership unique, personnel et aligné. 2 fois par mois, je partage avec vous mes rencontres avec des hommes et des femmes inspirants. Ces hommes et ces femmes sont des dirigeants d'entreprise, des experts, des entrepreneurs, qui tous, dans leur vie professionnelle, interrogent leur singularité et challengent leurs habitudes. Ils et elles ont accepté de partager leurs expériences, et avec eux, je vous propose de questionner nos fonctionnements et de revisiter notre leadership. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de transformation, de connaissance de soi et de relations aux autres, mais aussi du courage nécessaire pour mettre nos valeurs en action et faire nos choix en conscience. Vous écoutez Chiche, soyez les bienvenus. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Chiche. Aujourd'hui, on enregistre sous les toits de Paris, face aux couvertures en zinc et en verre de gris, face aux mansardes et aux fenêtres des anciennes chambres de bonne. C'est toi qui ont inspiré tant d'artistes, des photographes, des peintres comme Caillebotte ou Van Gogh, et qui plus récemment ont fait craquer cette chère Emily in Paris et des millions de fans sur Netflix. Un appartement parisien donc, une grande bibliothèque, des parquets huilés, des poutres au plafond, le canapé confortable, plein de meubles et bibelots chinés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Didier Roland, ancien directeur général chez Bacardi Martini et aussi de maisons prestigieuses de spiritueux. Aujourd'hui associé chez Enjeux Dirigeants, chez qui il accompagne de nombreux cadres et leaders dans leur changement de fonction. Didier, bonjour. Bonjour Marc, bonjour à toutes et à tous. Tu nous reçois aujourd'hui chez toi. Ça dit quoi de toi, ce mélange de classique, de design, de bois, ce mélange de lieux rangés et un peu fouillis à la fois ? Ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses sur le chemin. C'est-à-dire que tout ici a été accumulé au cours d'expériences de vie en France et aussi beaucoup à l'étranger. Ça dit beaucoup de choses qui ont vécu et qui ne sont pas forcément neuves, et des choses qui ont eu une vie avant. C'est aussi quelque chose qui me parle. Dans chaque épisode de Chiche, j'ai l'habitude de laisser l'invité se présenter. Je te demanderai de détailler, si tu veux bien, en particulier les phases de transition de ta vie entre directeur général dans les spiritueux et ta vie de coach, parce que ça parle de toi, et aussi parce que c'est ce moment bien particulier pour un dirigeant qu'est la prise d'un nouveau poste dont on va parler aujourd'hui avec toi. Effectivement, une vie, c'est un chemin, et je vais parler de mes 3 vies. Moi, je pense avoir eu 3 vies. Après mes études, j'ai eu une première vie qui a duré une petite quinzaine d'années, dans des fonctions de marketing en France et à l'international, dans des grands groupes connus, Schweppes, Bacardi, Nestlé, ce type d'entreprise. Donc ça, c'est la première partie de ma vie sur laquelle je reviendrai. La deuxième partie de ma vie, c'est une vie de directeur général, là aussi en France et à l'étranger, dans des sociétés de taille diverses. Et la troisième partie de ma vie, c'est ma vie de consultant, coach, dans un cabinet d'outplacement depuis un peu plus de 5 ans. Et c'est la vie que je vis aujourd'hui et qui me rend particulièrement heureux. Alors, j'ai effectivement eu l'occasion de transition plusieurs fois dans ma vie, à différentes reprises, en passant de grosses à petites entreprises, et surtout aussi en étant souvent confronté à des changements de spectre, en passant dans des fonctions très centrales dans des sièges ou à des fonctions dans des pays de tailles diverses. L'autre chose aussi qui a été l'occasion de transition qu'il a fallu gérer, c'est des aspects culturels, et notamment de changements de management, je dirais, interculturel, en passant de la France à l'Angleterre, à la Scandinavie, à l'Italie, à la Suisse, à Londres, et j'en passe. La troisième chose, c'est de passer des gros univers dits corporate à une très grosse PME française, plutôt en réussite. Et ça a été aussi l'occasion de phases de transition dans lequel j'ai beaucoup appris, et c'est pour ça que très récemment j'ai eu envie de coucher ça par écrit. Des environnements multiculturels, des grosses sociétés, des moyennes sociétés, plein de changements, jouer avec tout ce qu'on a et s'adapter. C'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui. C'était facile pour toi ?
Non, c'est jamais facile et j'ai envie de dire, c'est jamais facile dans la mesure où j'ai tendance à penser, et je crois que c'est soit Warren Buffett ou Peter Drucker, je sais plus, qui dit que le plus important dans ces changements d'entreprise, c'est la culture auquel on est confronté et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et je l'ai ressenti aussi positivement parce que c'était évidemment un défi, mais c'était aussi une grande phase d'humilité et d'apprentissage. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Donc non, ça n'a jamais été facile. Chaque transition a été différente. Chaque transition a vu des défis ou des challenges un peu particuliers qui n'étaient pas les mêmes, que ce soit des challenges, je dirais, de légitimité, des challenges de compréhension d'un nouvel environnement culturel ou de nouveaux codes. Chaque fois, ça a été différent. Chaque fois, ça a été difficile. Chaque fois, j'ai l'impression de m'en être sorti en ayant accumulé justement des choses. Un peu, on parlait tout à l'heure d'accumulation dans ma maison. C'est un peu aussi ça, ma vie professionnelle. Des transitions réussies et qui t'amènent aujourd'hui à cette position chez Enjeux Dirigeants et à accompagner les cadres et les dirigeants dans ces prises de poste. Et c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'ai eu le plaisir d'être sollicité pour faire partie d'un jury d'admission d'une école de commerce parisienne. Et à la fin d'un entretien très riche, durant lequel on a échangé sur les motivations professionnelles avec la candidate, elle m'a posé une question que j'ai trouvée très intéressante. Elle m'a demandé quelles avaient été les périodes les plus excitantes de ma vie professionnelle et pourquoi. Alors en y réfléchissant rapidement, j'ai répondu que les périodes qui m'avaient laissé le plus de souvenirs avaient été mes 5 ou 6 périodes de prise de poste, justement. Je garde en effet un très bon souvenir de ces périodes où j'ai démarré dans de nouvelles fonctions, de cette excitation, de toute cette nouveauté, de ces rencontres nouvelles chaque jour, de cette période d'inconnu aussi, durant laquelle toutes les options sont ouvertes, mais durant laquelle on t'attend aussi de pied ferme dès le 2e jour sur ton expertise. De cette période durant laquelle je me préparais beaucoup avant chaque rencontre, me répétant sans cesse, tu sais, qu'on n'a pas 2 occasions de faire une première bonne impression. Tu sais, ce moment où on a encore le luxe de pouvoir attendre un peu, mais où il faut déjà très vite poser les bases de son leadership. Cette période, tu la connais bien parce que tu l'as vécue, et aussi parce que chez Enjeux Dirigeants, tu accompagnes de nombreux dirigeants à ce stade de leur carrière. Et une période que tu connais si bien d'ailleurs que tu en as fait un livre, très complet et très concret, coécrit avec ton associé et ton compère Hervé Baumelard, qui s'appelle « Les 12 clés pour réussir sa prise de poste ». Alors effectivement, on a eu avec Hervé cette envie d'écrire ce livre, puisque dans le métier qui est le nôtre aujourd'hui, accompagner des dirigeants, un des enjeux, après quelques mois souvent de définition d'un nouveau projet professionnel, puis de quête de ce nouveau projet, heureusement, j'ai envie de dire, c'est notre finalité, il ou elle bascule dans une nouvelle prise de poste. Et c'est un enjeu parce que, en réalité, les statistiques montrent qu'il y a à peu près 30 ou 40% des prises de poste de dirigeants qui vont pas au bout, ou en tout cas qui se terminent, si ce n'est dans la période d'essai, dans les 18 premiers mois, et c'est donc un constat d'échec pour l'entreprise ou le dirigeant en question. Nous avons donc mis en place, même pour nos accompagnements traditionnels, ce qu'on appelle le coaching de prise de poste, puisque accompagner nos dirigeants dans ces prises de poste, c'est fondamental. C'est fondamental et évidemment, on ne les accompagne pas sur leur cœur de métier au sens compétences techniques du terme, puisqu'on en serait bien incapable. On a la chance d'accompagner des dirigeants de différentes fonctions, de différents secteurs. Donc, on serait bien incapable de les aider sur les premières décisions que je qualifierais de business. En revanche, on va les aider à faire en sorte de gérer cette période où un certain nombre de tensions vont apparaître. Tu l'as dit tout à l'heure, Marc, c'est une période de tension, la prise de poste, parce qu'il y a finalement des injonctions contradictoires qui sont émises par le système ou que le dirigeant lui-même s'impose, et notamment la nécessité d'apprentissage et pour autant une attente qu'il soit presque immédiatement efficace dans son job, une logique souvent d'établir, quand ils sont dirigeants, des stratégies long terme et en même temps de gérer des réalités très court terme, du trimestre, du semestre, de l'année, qui peuvent être quelquefois contradictoires avec leur plan, leur vision sur le plus long terme. Une nécessité de s'immerger en profondeur
tout en gardant, parce que c'est leur fonction de leader, une certaine hauteur. Donc il faut plonger dans la piscine et en même temps il faut garder de la hauteur. Donc c'est difficile quelquefois. Et puis enfin, une volonté souvent d'apporter de la nouveauté. C'est souvent pour ça qu'ils ont été choisis. Et en même temps, on leur dit il faut vivre avec la culture, avec l'ADN de la boîte, etc. Donc c'est ça les enjeux. Ce sont souvent des enjeux, je dirais, d'un élastique qui se tend. Et il faut sans arrêt au quotidien, en s'appuyant sur les équipes, en négociant du temps avec l'écosystème, en matérialisant de petites victoires, essayer de passer au travers de ces différentes tensions. Oui, effectivement, et que tu en parles, c'est vrai que ça me rappelle ce que je disais en intro, là, toutes ces périodes de prise de poste qui avaient été à la fois un petit peu comme un funambule, ou en tout cas ta notion de l'élastique me parle bien. Et si tu veux bien, avant de rentrer dans des exemples concrets que tu développes aussi dans ton livre et dont j'aimerais parler aussi avec toi, je voulais savoir finalement en quoi cette période si particulière, en quoi parle-t-elle du leadership ? Elle parle évidemment du leadership parce que y a un vrai sujet souvent de légitimité, il y a un vrai sujet souvent de vision, il y a un vrai sujet de courage, il y a un sujet d'énergie et tout ça pour moi ce sont parmi les multiples composantes du leadership. Donc c'est vrai que quand on est un leader, qu'on prend un nouveau job, les premiers mois sont souvent fondamentaux, aussi fondamentaux parce qu'on est jaugé, jugé. J'aime bien faire ce petit distinguo, jauger, juger. Il n'y a qu'un petit A de différence, mais ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire qu'on est très observé par les équipes dont on a la charge, très observé par l'écosystème en général et potentiellement ses actionnaires ou son président. Et donc, démontrer sa capacité de leadership à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qu'on va attendre très, très, très fortement. Donc, ça va surtout se baser aussi sur des signes. Moi, je crois qu'il est très important de donner aussi une vision rapidement. Il est important de montrer sa prise de hauteur au travers, par exemple, d'un rapport d'étonnement qui va marquer, on va dire, sa vista et sa compréhension au bout de quelques semaines du business dont on a la charge. Donc, oui, j'ai envie de dire, c'est au cœur des enjeux du leadership que de réussir sa prise de fonction. Et ce que tu évoques, on va rentrer dans certains points qui m'ont vraiment beaucoup intéressé dans ce que tu dis dans ton bouquin. Ça parle aussi beaucoup de connaissance de soi et tu connais mon métier et la façon dont je coach et la connaissance de soi aussi, à ce moment-là, elle est cruciale dans ces moments d'injonction contradictoire, dans ce moment où l'élastique se tend et se détend, dans ce moment où on marche un peu sur un fil. Absolument. Alors, forcément, de par le métier qu'on a choisi, on croit beaucoup aux vertus de la connaissance de soi pour différents bénéfices. Bien se connaître, c'est bien parler de soi, c'est bien se vendre, parce que là je parle de la situation d'outplacement où nos dirigeants doivent retrouver une nouvelle aventure professionnelle et convaincre des gens. Mais ça, c'est la première étape. Après, quand ils sont en prise de poste, bien se connaître, c'est aussi connaître ses forces, mais c'est aussi connaître ses limites et ses zones d'ombre. Et c'est ça qui est particulièrement important. Il faut pas se laisser embarquer. Il faut s'appuyer aussi sur les autres. Il faut être humble parce que voilà, se connaître, c'est bien sûr connaître ses forces, mais c'est aussi connaître ses points un peu moins forts. C'est tout le travail qu'on fait en accompagnement. Une des choses qui m'a marqué en lisant ton livre, c'est que tu indiques dès le début, je crois, qu'il ne s'agit pas d'un comportement à adopter, mais d'une attitude. En fait, si je te comprends bien, il s'agit d'abord de s'aligner sur quelque chose de très intérieur qui se ressent et qui finalement nous prédispose à agir de telle ou telle façon. C'est bien ça ? C'est ça, c'est absolument ça. J'aime beaucoup le résumé quand tu dis attitude. C'est une attitude, j'ai envie de dire, je dis de temps en temps, c'est presque aussi une philosophie de comportement à un instant T. Ça répond aussi quand même à un certain nombre de séquences. Donc on va voir que bien réussir sa prise de poste, c'est travailler, c'est y réfléchir, c'est se préparer. C'est pas quelque chose qu'on improvise complètement. Et c'est en cela qu'effectivement... bien se connaître et savoir comment on fonctionne, on y revient,
est fondamentale. Et alors, attitude, posture, état d'esprit, plus que comportement, hein, c'est ce que tu expliques. Ça veut dire probablement être positif, constructif, enthousiaste, courtois, aimable. En fait, toute cette attitude en fait qui est attendue, en tout cas qui va nous aider, mais c'est parfois assez compliqué d'être positif, constructif, enthousiaste, quand on fait face à un environnement nouveau, inconnu, quand il faut parfois réussir à gérer son stress. Et ça aussi, on revient finalement aussi là à la connaissance de soi. Effectivement, c'est beaucoup une question d'attitude. Une attitude qui, pour, j'ai envie de dire, bien fonctionner, repose sur beaucoup d'écoute. L'écoute de son environnement, l'écoute de soi. Ça, c'est la première chose. Et beaucoup d'humilité. Pour moi, c'est les choses qui sont extrêmement importantes, puisque nous, on a essayé d'ailleurs, et ça peut paraître là aussi paradoxal, de donner des clés, de donner finalement des choses. Mais au final, c'est l'appropriation de ces clés et la façon de les mettre en musique soi-même, comme le serait un musicien quelque part, qui va faire vraiment la différence. Donc effectivement, soyez aussi vous-même parce que vous vous connaissez, donc composez avec la personne qui est la vôtre. Il y a une autre chose que j'ai lue avec intérêt, c'est la nécessité d'aborder ces nouvelles fonctions en ayant réellement tourné la page de son poste précédent ou de sa recherche d'emploi. Selon les conditions dans lesquelles on a été amené à prendre ces nouvelles fonctions, c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué et ça exige aussi un travail sur soi. Donc tourner la page, c'est aussi un conseil ou en tout cas une partie de tes recommandations. C'est fondamental. J'ai une petite phrase toute faite que je discute avec mes clientes et mes clients, qui est de se dire, tourner la page, ça peut prendre 15 minutes ou ça peut prendre 15 semaines, mais on va faire ce travail qu'on appelle aussi de temps en temps un travail de deuil, dans un certain nombre de cas. En fait, il faut faire le deuil de son expérience précédente, puisque la seule chose qu'on sait, au moment où on s'engage dans un nouveau chemin, c'est que le chemin ne sera plus jamais le même que celui d'hier. Et c'est très important puisque, suivant les conditions de sortie de son entreprise précédente ou de son poste précédent, eh bien, on est dans une situation quelquefois de colère, on est dans une situation d'incompréhension, on peut être dans une situation de déni, mais aussi, quelquefois, et c'est plus surprenant, on est dans une situation d'idéalisation du passé. Et face aux enjeux que vous allez devoir affronter dans vos nouveaux jobs, vos nouveaux postes, des personnes qui vous recruteront seront sensibles au fait que rapidement vous allez pouvoir saisir votre nouvelle culture. Et si vous n'avez pas tourné la page, si vous avez encore les pieds, la tête ancrés dans une forme de passé, les gens ont du mal quelque part à vous donner, on va dire, les clés de votre nouveau véhicule. Oui, alors tu parles de déni, colère, marchandage, acceptation. Ça me rappelle effectivement, tu parles de deuil aussi, enfin les phases de deuil. Je crois que c'était une psychiatre, Kubler-Ross, ou en tout cas ça avait été détaillé. Cette capacité à tourner la page, elle peut varier fortement, tu disais, de 15 minutes à 15 semaines en fonction des personnes. Le caractère de chacun, son vécu, sa vie personnelle, ses expériences passées, son mode de fonctionnement. Tout ça, ça influe fortement sur la manière de gérer cette nouvelle phase. C'est comme ça que tu le vis aussi ? Absolument. Et le vrai sujet, c'est d'accepter un rapport au temps qui est très différent d'une personne à l'autre. Et je pense que dans ces phases, nous, on est là, comme tu le serais avec tes clients, pour les accompagner sur les bons questionnements, comprendre leur rythme personnel. Mais il faut aussi, quelque part, je crois, accepter son rythme personnel. C'est ça la vraie clé. Et la connaissance de soi par rapport à ça est fondamentale. Il faut s'écouter. Se connaître, s'écouter, s'accepter, ouais, tout un programme. Dans Chiche, on aime bien aussi rester très concret. Je te propose d'aborder à ce stade de notre conversation des enjeux concrets du leadership en entreprise, particulièrement importants dans cette période de prise de poste et que tu évoques aussi dans tes 12 clés pour bien réussir cette période. Et pour commencer, un enjeu essentiel dans le rôle du leader que tu évoques aussi, qui est finalement la prise en main de sa nouvelle équipe. La gestion d'une équipe, quelle que soit sa taille, c'est sans doute l'une des capacités fondamentales d'un dirigeant, ou en tout cas qu'on attend d'un dirigeant, en plus de son expertise métier. C'est aussi pour ça souvent qu'on vient le chercher, pour inspirer, engager, former, motiver.
Quels sont les enjeux spécifiques vis-à-vis de son équipe dans cette période de prise de poste ? Prendre en main sa nouvelle équipe, c'est effectivement un des premiers enjeux. Alors, le premier distinguo que je veux faire, sans m'étendre très largement, c'est malgré tout un distinguo entre le leader et le manager. On a la chance quelquefois d'avoir des leaders qui sont aussi de grands managers. De temps en temps, on a des managers qui sont pas forcément de grands leaders, mais qui sont aussi fondamentaux pour que l'entreprise fonctionne. Quoi qu'il en soit, très souvent, des dirigeants vont avoir la responsabilité d'équipe et donc vont se retrouver de facto en situation de manager, qu'ils aient de très bonnes prédispositions à la matière ou moins. Prendre en main son équipe, ça pose effectivement beaucoup de questions. C'est souvent une première rencontre. Tu as utilisé cet adage que j'aime beaucoup qui dit « on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression ». Et c'est souvent le cas, surtout que quand un manager, leader, patron, directeur, arrive dans une société, il est très attendu, entre guillemets. On va le regarder, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, quelles vont être ses premières décisions. Donc c'est assez fondamental. La première chose, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'écouter. Ça va être aussi de créer un climat de confiance. Ça, c'est extrêmement important. Ça va être de traiter tout le monde au même niveau. Et ça, c'est un vrai challenge parce que généralement, une personne qui arrive, surtout si elle a un poste important, elle va être sursollicitée par son environnement, par ses patrons à lui ou à elle, mais elle va être aussi très vite sollicitée par son équipe qui veut tout de suite, on va dire, influer sur le cours des choses avec ce nouveau patron. Donc la première chose, c'est d'avoir une certaine mesure, d'avoir ce certain rythme qu'on a évoqué tout à l'heure pour écouter, et on revient sur la tension de l'élastique entre décider vite et apprendre à comprendre l'environnement dans lequel on est, qui sont des choses qui sont pas très faciles à faire. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle quand on rencontre son équipe pour la première fois, mais il faut les écouter, il faut les laisser s'exprimer, il faut leur donner l'impression que vous les respectez. Et au-delà de leur donner l'impression, je pense, les respecter foncièrement. Et ça, ce sont des choses qui sont des choses extrêmement symboliques dans les premières semaines. Il faut aussi mettre en place des canaux de communication en écoutant leurs recommandations, mais aussi en arbitrant, le cas échéant. Donc beaucoup de choses comme ça dans la création du climat, du cadre, sont très déterminantes sur le succès futur dans la relation entre une équipe et son manager ou son leader. Oui, là on revient sur toutes ces injonctions contradictoires probablement entre j'arrive et c'est moi le boss, et puis j'arrive mais vous êtes là depuis un moment et j'ai beaucoup à apprendre de vous. Donc toi, comment tu l'avais vécu personnellement dans tes prises de poste? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais fait facilement? Comment s'était passé pour toi dans tes changements de poste? J'ai deux exemples qui sont parlants sur des choses différentes. La première chose, c'est quand je suis arrivé comme directeur général de ma société, en l'occurrence qui était le groupe Bacardi Martini en Italie. Nous sommes au cours de l'année 2011. Et la première chose que j'ai faite pour créer cette relation aux équipes, parce que je sentais que c'était important, c'est que quelques mois avant mon départ, qui était connu pour l'Italie, c'est que je me suis mis à l'italien. C'est-à-dire que je me suis dit que pour créer les conditions de la confiance, il s'avère que j'étais le premier non-italien à diriger cette filiale, donc il y avait une logique forte de symbole. La première chose que j'ai fait pour créer ce climat de confiance et d'écouter les gens et de pouvoir les écouter dans leur langue native, c'est d'apprendre l'italien. Donc ça, c'était une des premières clés. Je pense qu'il faut être très pragmatique. Le livre qu'on a écrit se veut justement pragmatique parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit la capacité du leader de s'adapter et de faire face finalement à des situations qu'il avait anticipées ou sur lesquelles il doit s'adapter au dernier moment. Donc première chose, voilà, créer la confiance avec une équipe italienne, c'est parler leur langue, c'est leur donner du temps. Le rapport au temps n'est pas exactement le même en Italie qu'en Scandinavie où j'étais juste avant l'Italie. Donc ça se fait un grand choc culturel entre la Scandinavie et l'Italie. Beaucoup écouter, les gens en Italie ont beaucoup à dire. Donc, première chose, voilà, beaucoup écouter et dans leur langue. Ça, c'était un premier exemple d'adaptation.
Le deuxième, c'est quand je suis passé de très grandes entreprises internationales à une PME française, où là, on arrive forcément, on est moins encadré, entre guillemets. C'est-à-dire que le siège est composé de quelques dizaines de personnes quand il pouvait être composé de quelques centaines ou de quelques milliers de personnes. Et là, une des choses auxquelles il faut réfléchir très vite et mettre en action, c'est d'être encore plus autonome. Pas paradoxalement, moi je crois beaucoup à l'autonomie du dirigeant comme un facteur aussi différenciant et un facteur de réussite. Et quand on arrive dans une entreprise plus petite, il faut montrer qu'on n'a pas besoin d'un orchestre philharmonique corporate qui se met en mouvement dès qu'on dit quelque chose ou dès qu'on fait quelque chose. Et ça, c'est extrêmement important pour créer la confiance, pour aussi créer de la légitimité, parce que c'est très souvent une question quand on a des dirigeants, et on le voit souvent dans notre métier, des dirigeants qui veulent quitter le monde de la grande entreprise pour des entreprises à taille plus humaine. Très souvent, les personnes qui les recrutent se posent la question de leur capacité à faire face à un travail, on dirait en anglais, plus hands-on, où il va falloir faire plus de choses par soi-même, peut-être aller jusqu'à s'occuper soi-même d'organiser, par exemple, des voyages ou des choses comme ça, avec des outils, évidemment. Et ça, c'est très important. Si on ne comprend pas ces aspects de culture, très souvent, même des détails peuvent être de véritables cailloux dans la chaussure dans les premières semaines. Oui, donc quitter un certain fonctionnement pour en trouver un autre, c'est tout ce dont on parle aujourd'hui. Et j'écoute ce que tu dis avec beaucoup d'intérêt parce que dans mon expérience, et je crois qu'on le retrouve aussi à un moment dans ton livre, en fait, il s'agit de comprendre les codes. Alors moi, je suis très intuitif. Donc il y a une partie de moi-même qui très vite va essayer de capter à droite à gauche, de lire entre les lignes, de me projeter sur la base d'une espèce de connaissance que je peux pas toujours justifier par du concret. Et la nécessité de comprendre la culture de l'entreprise, les codes, le formel, l'informel, parfois aussi l'historique caché, les influences, les clans. Comment toi tu le vois, comment tu l'as vécu ? Alors c'est vrai que des personnes qui sont plus intuitives de nature vont avoir un petit avantage compétitif. D'ailleurs, un de nos rôles quand on accompagne nos dirigeants en prise de poste, c'est de les éveiller, on va dire, à cette vigilance sur les signaux faibles. C'est cet encouragement même à leur dire n'hésitez pas à vous créer on va dire des relais d'opinion ou des relais d'écoute. Moi, je leur dis toujours, il faut mettre des sonars un peu à droite et à gauche dans l'entreprise, même si vous êtes intuitif, puisque il faut aller chercher cette information. Quelquefois, l'information de surface n'est pas la véritable information, mais en tout cas, c'est fondamental. Donc, la veille des signaux faibles, c'est quelque chose sur lequel on partage beaucoup. Je vais me faire un peu le chantre de mon métier, ou de nos métiers plus exactement. C'est que dans ce cas-là, se faire accompagner, pouvoir avoir une personne extérieure à la société avec qui échanger, c'est un vrai plus parce que c'est elle qui va souvent vous aider à décoder des choses. Donc vous allez restituer du verbatim de choses que vous avez vécues, auxquelles vous avez été confrontés. Et c'est souvent le dialogue avec une tierce personne qui va vous faire dire « Attention, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on t'a fait comprendre ça, quand on t'a dit ça, quand on t'a mis devant telle et telle situation ?» Donc décoder le cadre, décoder les codes, c'est évidemment des choses qui sont les piliers de la culture. Et c'est fondamental pour réussir. Et ça impose une espèce de vigilance et de prise de hauteur permanente. C'est pour ça que j'encourage aussi la prise de notes, parce que souvent on oublie, pris dans cette frénésie d'accumulation d'informations. Mais soyez vigilants à tous ces petits messages. En général, les choses qui vous sont dites ne sont jamais vraiment gratuites. Donc essayez de gratter pour savoir ce qu'on a voulu vous dire au-delà des apparences. Oui, donc là on voit encore, on avait parlé de l'attitude il y a quelques minutes, là on parle de décrypter le cadre, il y a beaucoup de choses qui sont informelles, subtiles, à décoder. Et puis aussi d'un autre côté, en fait c'est toute cette élastique dont tu parlais. Il y a aussi des choses qui sont très concrètes. Il y a des choses sur lesquelles on est attendu. Il y a des choses sur lesquelles on peut pas non plus rester dans l'intuitif. Et c'est quelque chose qu'on évoque souvent. Cet enjeu de plan à court terme et vision long terme. Et en fait.
Dans cette prise de poste, il y a souvent le besoin d'être à la fois très vite opérationnel sur des aspects court terme. T'arrives le lundi et puis dès le mardi, t'as des urgences à régler, des décisions à prendre, la mise en place d'objectifs réalisables rapidement pour instaurer une dynamique positive. Enfin, le court terme ou même la crise, quoi. Hein, le version « je suis là et je suis aux commandes ». Et puis à la fois le besoin d'être vite très clair hein, sur la vision à long terme. Et alors, tu connais ça mieux que moi, mais le fameux plan à 3 ans qu'on va présenter au board ou aux actionnaires, ou encore la vision, la mission pour motiver les équipes. Et c'est pas évident de gérer ça. Alors comment on s'en sort ? Comment on gère ? Là encore, évidemment, ce sont au cœur de ce fameux élastique ou de ces fameux élastiques qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a pas de règle, malheureusement, il y a pas de règle, si ce n'est cette attitude que tu évoquais tout à l'heure qui est fondamentale. Cette attitude, d'abord, aussi de partir, si on peut, d'une forme de confiance qu'on donne, moi, je pense, au préalable. Quand les équipes, dès les premiers jours, vous demandent de décider ou autre, je crois qu'il faut les laisser comme un bateau sur son air, les laisser aussi dire non mais ça fait plusieurs semaines qu'il y a une absence de dirigeants par exemple à ce poste et vous avez très très bien fait les choses, donc vous pouvez vivre 1 ou 2 jours de plus, je vous fais confiance, je vous couvre quoi qu'il en soit parce que vous êtes beaucoup plus en mesure de prendre la décision que moi qui viens d'arriver. Donc première chose, c'est de négocier un peu de temps, j'ai envie de dire, pour pas se retrouver à devoir signer des chèques en blanc ou des contrats, etc. et faire confiance au système parce qu'il y a des gens qui ont souvent occupé des fonctions et finalement que la chose est faite. La deuxième chose, tu l'as dit où on pouvait le lire entre les lignes, c'est que très souvent on trouve une situation qui est pas tout à fait celle qu'on nous a décrite, que ce soit la personne qui nous est recrutée ou un chasseur de tête. Il peut avoir une vision embellie ou il peut avoir simplement la vision de surface. Donc très souvent, là aussi, on se retrouve à devoir composer avec des choses qui sont plus compliquées, notamment qu'est-ce que je décide à court terme alors que ça peut paraître tout à fait contradictoire avec ce pourquoi j'ai été choisi pour transformer la société, par exemple. Et là, ça demande beaucoup d'adaptation et de pragmatisme, c'est-à-dire qu'il faut... Il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit « il faut prendre des décisions à court terme sans insulter l'avenir ». Et c'est là que ça devient très subtil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, on va dire, assurer les choses qui doivent être assurées au quotidien sans pour autant mettre en péril la big picture de ce pourquoi on a été choisi et recruté. Pour continuer notre entretien, et comme on aime le faire régulièrement dans ces épisodes de Chiche, je te propose de faire maintenant un petit pas de côté, de quitter le domaine exclusif de la vie professionnelle hein, dont on a parlé. Parce qu'en fait, j'ai une partie de moi qui a du mal à imaginer qu'on peut être des personnes différentes selon les environnements. Et aussi parce qu'on parle de ça dans ce podcast Chiche. Devenir un leader authentique, c'est être aligné avec ses valeurs et donc aussi rester le même au travail, en famille, avec les amis, en société. Alors, si on dézoome ces enjeux de leadership dans ces périodes de prise de poste, est-ce que ça ne parle pas en fait aussi de notre capacité personnelle à faire face aux phases de changement dans notre vie ? Cette gestion du changement, là, au-delà de la prise de poste, elle est aussi au cœur de ta mission d'outplacement chez Enjeux Dirigeants, non ? Absolument. Alors, la première chose, c'est un terrain très riche que tu ouvres, qui pourrait durer quelques minutes. La première, c'est que j'aime beaucoup cette idée que si on veut changer le monde autour de soi, la première chose à changer, c'est nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et que j'essaie de passer à des clients. Hein, et au-delà, j'ai envie de dire, des considérations professionnelles ou de l'univers de l'écosystème économique. Donc, première chose, c'est accepter qu'il faut changer si on veut être soi-même un vecteur de changement. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant quand on y réfléchit. La deuxième chose, c'est que ça me parle du jour où, après 28 ans de carrière dans le monde des grandes entreprises, des multinationales ou des entreprises plus petites, mais enfin, avec des grandes marques, beaucoup de gens, beaucoup de moyens marketing, etc., on se retrouve à basculer dans l'univers de l'entrepreneuriat qui est le mien aujourd'hui et dans les métiers de consultant.
Et forcément, ça implique une vraie remise en cause qui fait réfléchir. Hein. On a une espèce de peur du vide. Et j'ai trouvé que c'était un exercice de changement extrêmement puissant, extrêmement mobilisateur, mais qui aussi pose son lot d'incertitudes, de questions, de mots dans le ventre. Mais ça, j'ai trouvé que c'était un parcours de vie, moi, qui a été très, très, très fort. Avant de se quitter, Didier, et ceux qui nous écoutent ont l'habitude, j'aimerais essayer de résumer en quelques points ce que nous nous sommes dit en reprenant les éléments de ta pensée, ce que tu as partagé avec nous, mais avec mes mots, à ma façon. Voilà, ça va être ma façon de restituer ce que tu as dit. Et puis, bien sûr, je t'encourage à rebondir ou en tout cas à réagir à la fin. Tout d'abord, cette notion clé que ce qui va nous servir dans une prise de poste, c'est pas un comportement, c'est une attitude. Au-delà d'un comportement, c'est-à-dire en fait de ce que nous faisons et qui est facilement observable par tous, l'enjeu de cette période cruciale repose, tu l'as dit, sur quelque chose de plus subtil, de moins perceptible, que tu appelles attitude et qu'on pourrait aussi appeler état d'esprit. Avoir la bonne attitude est primordial parce que c'est ce qu'on va renvoyer de nous et aussi parce que c'est elle qui va conditionner notre comportement. La deuxième chose que je retiens de notre entretien, c'est que cette flexibilité essentielle de jongler entre court terme et long terme, entre concret et vision, pour poser les bases de son leadership, tu prenais l'exemple de l'élastique qui me parlait beaucoup. D'un côté, un processus et un plan concret, un plan de bataille à préparer, prendre des notes, une feuille de route à mettre en place. Tu nous encourageais à vraiment être dans cette discipline du suivi, à observer, à noter. Et puis de l'autre, la vision long terme, cette capacité à se projeter, à embarquer l'ensemble des équipes dans quelque chose qui nous dépasse. Ça, c'était le deuxième point que je retiens. Et puis enfin, j'ai aussi entendu que bien gérer cette période particulière demande une bonne connaissance de soi face à ces zones d'ombre, apprendre à se dépasser, trouver de nouvelles ressources, gérer ses émotions, parce que c'est aussi ce qu'on renvoie aux autres, son ouverture au changement et à l'incertitude, on en parlait justement, de prendre du plaisir, décrypter l'environnement, créer des liens, enfin voilà, cette partie connaissance de soi, qui est aussi ton accompagnement, notre placement, et qui est souvent quelque chose que tu travailles avec tes clients. C'est très juste. Je rajouterais que dans le cadre plus professionnel, un des autres messages, c'est que, j'ai envie de dire, presque tout est culture. C'est-à-dire qu'on se retrouve, nous, à accompagner des gens qui ont toutes les compétences pour faire le travail. D'ailleurs, très souvent, dans leur processus de recrutement, on a tendance à penser que souvent, il y a 2 ou 3 candidats qui se retrouvent dans ce qu'on appelle une shortlist, et les 2 ou 3 ou 4 sont tous compétents pour faire le travail. Simplement, un seul ou une seule sera choisi, et tous ne réussiront pas. Et là, c'est là qu'on dépasse les compétences techniques pour basculer dans l'attitude, pour basculer dans cette appréhension de la culture et de trouver sa place dans une nouvelle culture, et pour ceux, d'accepter le changement. On arrive à la fin de notre épisode avec ce constat et ce conseil à tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient être dans cette situation de prise de poste. Merci infiniment, Didier, d'avoir partagé ton expertise avec nous aujourd'hui et de la mettre au service des dirigeants et de tous ceux qui vivent cette phase de prise de poste si importante. Je recommande bien évidemment l'excellent livre que tu as coécrit avec Hervé, ton associé chez Enjeux Dirigeants, et qui s'appelle « Les 12 clés pour réussir sa prise de poste », qui est édité aux éditions Erol et qui est disponible, comme on dit, en ligne et dans toutes les bonnes librairies. Merci à notre incontournable Lucas, à la technique et à la post-production sur cet épisode. Et bien sûr, merci à vous tous, les auditeurs, de nous avoir écoutés une fois encore. On espère que vous avez apprécié et que vous avez pu en tirer des enseignements pour toutes vos prises de poste actuelles ou à venir. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et fait réfléchir. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et je compte sur vous pour les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour me suggérer des invités ou me faire part de vos retours, contactez-moi sur LinkedIn via Marc Joget ou par email à l'adresse chiche@marcjoget.com. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chiche.